Vous écoutez Procrastination. Épisode 7. Décris-moi un mouton. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Alors, comme le titre l'indique, on va parler de description dans cet épisode, peut-être un sujet largement trop vaste sur lequel on reviendra plus en détail si on voit des points plus particuliers, mais la description, peut-être que les gens ont en tête les descriptions interminables de Balzac ou ce genre de choses, et la description, souvent, c'est ce que les gens disent, notamment les jeunes lecteurs, « Ah non, ça m'ennuie quand il y a trop de descriptions », mais c'est quand même important, parce que sans description, on ne voit pas, pourquoi est-ce qu'on décrit finalement, pourquoi est-ce qu'on met des descriptions, pourquoi est-ce qu'on met ces passages que certains jeunes lecteurs considèrent comme extra profondément chiants. Tout dépend de ce qu'on appelle une description déjà. Ah. Mais je suis d'accord qu'on a souvent cette image, et c'est drôle, j'aurais pensé aussi à Balzac, j'ai été un peu traumatisée par l'année du bac, désolée. Et je m'aperçois, notamment dans des ateliers d'écriture avec des auteurs débutants, que quand ils font une description, ils vont avoir tendance à être exhaustifs, à être très longs. Oui. Et je me suis aperçue que moi, ma vision de la description, c'est plutôt, on va pas mettre 50 détails, on va en choisir 3. Par contre, les 3, il faut que ce soit des détails marquants. C'est-à-dire, on s'en fout que le personnage soit grand, il ait les yeux bleus, les cheveux blonds, etc. Mais dites-moi quel est le détail qui le différencie du voisin, quel est le détail qui va donner des indices sur sa personnalité, sur ce qu'il est, etc. La description, c'est pas être le plus minutieux possible, c'est chercher ce qui... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui va marquer l'esprit du lecteur. Là, on part un peu sur le comment, mais c'est vrai que ce que tu dis me fait penser à un exemple que je vois souvent notre camarade Jean-Claude Dugnac prendre comme exemple dans les ateliers d'écriture, parlant de la description. Là, ce que tu dis, justement, il était grand, mesurait 1m80 et tout, c'est une description catalogue, ce qui n'évoque pas forcément grand-chose, et Jean-Claude dit fréquemment, donc je lui pique son exemple, il dit, voilà, on peut dire, la fille était grande, elle était blonde, elle avait les longs cheveux et tout, etc. Ou alors on peut dire, la fille est entrée dans la pièce, c'était la plus belle fille du monde. Et c'est beaucoup plus intéressant, en résumant là beaucoup, d'avoir le deuxième cas, parce que ça va évoquer quelque chose au lecteur, alors que si on donne si l'auteur donne son canon de plus belle fille du monde, ou plus mec, on va pas être sectaire, si c'est pas le canon de la personne du lecteur, ça lui dira rien, quoi. Je suis assez d'accord. Moi, par contre, j'ai pas vraiment de point de vue. Moi, je pense qu'on peut tout faire. En réalité, on peut faire des descriptions très très longues si on veut. Pour moi, une description, c'est comme un mouvement de caméra. Ça veut dire qu'on va, quand on dit une fille, elle a des yeux bleus, elle est habillée comme ça, et puis elle a des cheveux comme ça. Ça veut dire que on va d'abord montrer son regard, du coup, quand d'abord on parle de ses yeux, après on va voir sa forme générale, ça veut dire qu'on va la situer socialement, par exemple. Donc en fait, tout compte. Tout compte de ce qu'on décide de raconter sur la personne. Et donc, par exemple, plus c'est détaillé, plus finalement le mouvement de caméra, il est lent. Et donc, la description, je trouve que c'est lié au temps. C'est lié au temps de narration. Et si on décide de décrire énormément, on va avoir quelque chose qui va être plus contemplatif, mais aussi plus matérialiste. C'est-à-dire qu'on va situer l'espace de narration dans la matérialité. Donc, ça a un sens esthétique, la description. Donc, pour moi, par exemple, je vais pas condamner, par exemple, des descriptions trop longues parce qu'elles sont trop longues. Si c'est justifié par ça, par l'espace esthétique qu'on détermine, ça justifie totalement, quoi. Donc on peut tout à fait faire ça. Et en plus, la description, pour moi, ça définit le champ de vision, et donc le hors-champ. Donc quand on décide de décrire quelque chose, on va aussi déterminer ce qu'on ne va pas décrire. Oui. Et c'est ça qui fait l'histoire aussi. C'est le hors-champ, c'est ça aussi ce qui fait le suspense. Si on décrit tout, ça tue l'inconnu aussi. Tout à fait. Voilà, donc en fait, il y a ça brasse plein de choses en fait. Là, je trouve. Ça me fait penser à une chose que tu dis sur la description, et je suis tout à fait d'accord. C'est que on part du principe qu'une description d'un personnage, par exemple, ou d'un lieu, va renseigner sur le personnage et le lieu. Et ça peut aussi énormément renseigner sur celui qui regarde. La façon dont un personnage va décrire un personnage en face de lui peut tout à fait dire sa vision du monde ou le rapport qu'il a avec cette personne. On peut faire passer énormément d'informations, non seulement sur ce qui est décrit, mais sur ce qui décrit. Oui, exactement.
Et en plus, la description, on est en pleine rhétorique en réalité, parce que il n'y a pas plus objectif normalement qu'une description. Et on sait que quand on passe par les yeux d'un personnage, on n'est pas objectif, par définition. Donc c'est ce jeu, la description, elle participe de ce jeu du rapport objectivité-feinte et subjectivité. Oui. Bah, c'est l'effet qu'on appelle fréquemment, qui est le rôle de la littérature, la façon dont on la construit et dont on raconte une histoire, c'est l'illusion de réalité. C'est-à-dire que on n'est pas censé justement faire une description exhaustive, parce que sinon ce serait profondément ennuyeux, mais de donner suffisamment d'éléments pour que la scène se reconstruise, et c'est tout l'effet d'illusion de réalité. Finalement, l'intérêt de la description, de manière générale, c'est donner à voir, ressentir, situer, faire de l'atmosphère éventuellement pour donner l'ambiance. Pour moi, il y a deux rôles. Il y a à la fois le goût de la scène, l'atmosphère, ce qu'elle donne, ce qu'elle transmet, et c'est là aussi que le point de vue de la personne qui décrit est très important, parce que cette vision peut être colorée par le personnage, et ça devient autant instructif sur ce qu'on voit, sur ce qui est vu, que sur la personne qui regarde. Mais il y a aussi un aspect beaucoup plus mécanique, qui est simplement de situer l'action et d'être clair, et d'arriver à la transmettre pour le lecteur. Je repère un truc que tu disais tout à l'heure, Laurent, le mouvement de caméra, ça c'est un truc que je vois fréquemment, faille que je vois fréquemment dans des manuscrits de jeunes auteurs, c'est le manque de logique descriptive, qui est un truc assez important pour que la logique descriptive, et de toute façon de manière plus générale la logique de narration, c'est important que chaque phrase entraîne logiquement ou par association la suivante. Un truc que je vois fréquemment dans les descriptions de jeunes auteurs, c'est qu'il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que par exemple, on va décrire une rue et on va décrire le ciel et le temps qu'il fait, puis on va décrire les pavés, puis on va décrire un tout petit détail qu'on a au premier plan, puis on va décrire un truc qu'on a au fond, et en gros on a le tournis, quoi. C'est le regard va dans tous les sens. Alors que s'il y a par exemple une association, si on parle on dit par exemple, je sais pas, je prends des exemples idiots, mais il y a un reste de nuages dans le ciel parce qu'il a beaucoup plu, et les pavés du coup de la rue sont luisants. Il y a une association d'idées, on a parlé d'une pluie, on vous parle des conséquences, et donc il y a une logique, et on aide le lecteur comme ça, soit par une association thématique, soit en parlant de gauche à droite, sans angle du général au particulier, soit en reflétant le point de vue de la personne qui décrit, à quoi elle va faire attention d'abord. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette logique de description pour qu'on comprenne et qu'on n'ait pas le tournis à avoir à ce que ça saute tout le temps. Oui. C'est l'équivalent d'un jump cut au cinéma, c'est-à-dire que on a constamment des plans ça donne l'équivalent de plans de 3 secondes qui sautent et ça file le tournis, surtout dans un contexte qui est probablement plus appelé à être contemplatif. On veut rentrer posément dans le... c'est tout le problème de la distribution d'informations. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que l'information elle diffuse de façon organique, plutôt que c'est ce qu'on reproche en fait aux longues descriptions, c'est d'être un peu plan-plan. Oui. Et de pas justement sauter. Alors, et tout le métier, ça va être de distribuer ça de façon aérée, donc en fragmentant par exemple. Moi, ce que j'utilise beaucoup, deux types de discours qui sont le dialogue et la description. Ouais. Et je fragmente l'un ou l'autre pour aérer l'un et l'autre. C'est-à-dire que la description permet d'aérer le dialogue permet d'aérer la description, et de faire ça de façon le plus organique possible, en fait. Tout à fait, ouais. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il y a un écueil qu'on a beaucoup dans les descriptions, c'est qu'on pense les descriptions très souvent de manière très plate, c'est-à-dire uniquement à travers la vue. Oui. Et une chose qu'on a appris, moi c'est quelque chose que j'ai appris en lisant un auteur notamment comme Poppy Z. Bright. Juste, on voit pas, mais là, je veux dire, Laurent et moi, on est en train de faire lever les pouces. Ils sont en train de liker en direct. Oui, bien sûr, c'est les 5 sens. Voilà. Et donc, utiliser les 5 sens, et j'ai appris ça notamment en lisant Poppy Z. Bright, qui avait écrit quelques nouvelles, je crois que dans les Contes de la Fée Verte, en utilisant beaucoup le sens de l'odorat, auquel on ne pense pas souvent. Et l'odorat peut produire une sensation, justement, il peut y avoir des odeurs très agréables, ou au contraire, une odeur totalement étouffante, une odeur de renfermé dans une pièce. On peut utiliser les bruits, etc. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on peut avoir aussi, selon certains types de scènes, des limites qui sont liées à une situation où par exemple on n'aura pas du tout la vue. Admettons que le personnage soit aveugle, ou bien qu'il soit enfermé dans une pièce, il entend quelque chose mais il ne le voit pas. On peut jouer sur ça aussi. On avait fait un exercice comme ça quand j'apprenais à écrire, un défi dans un atelier d'écriture,
d'adopter le point de vue d'un personnage aveugle, qui traversait une foule et on n'avait pas le droit de visualiser. C'est un très bon exercice, ça, hein, d'ailleurs, je pense qu'on recommandait sans limite. C'est un exercice relativement classique, mais qui est très intéressant à la fois justement pour apprendre à injecter d'autres sens que la vue, et aussi c'est un bon exercice de façon plus vaste de projection dans un personnage. Je crois qu'on l'a dit dans un épisode précédent, voilà, que le personnage c'est le véhicule du lecteur. C'est souvent... D'ailleurs, même quand on peine sur une scène, en général, un truc assez simple pour démarrer l'écriture plus facilement, c'est de se dire, mettre vraiment à la place du personnage, se dire où il en est, qu'est-ce qu'il fait. Ça nous entraîne sur une tangente, mais c'est un excellent exercice pour apprendre vraiment à se projeter à la place d'un personnage. Et j'ai envie de dire, la question de la distribution de l'information, à partir du moment où on est vraiment bien projeté dans le personnage, même quand on a un personnage point de vue en troisième personne, ça guide beaucoup. Et un certain nombre de questions de se dire comment je vais distribuer cette information, comment je vais décrire, etc., saute finalement quand on est vraiment bien projeté à la place du personnage et qu'on ressent bien là où il est. Donc c'est un très bon exo que je pense qu'on peut recommander sans limite. Et puis ça permet aussi il faut en fait que l'auteur il soit clair dans sa vision des choses. Oui. Si par exemple il est dans une vision de la réalité qui est tachiste, là il va pouvoir occulter les choses volontairement, rester flou. On peut rester flou aussi pour d'abord laisser le lecteur imaginer, faire son propre film. C'est une des forces de la littérature finalement aussi, de permettre un roman, c'est pas un scénario mieux écrit. C'est quelque chose qui passe par... c'est intensément subjectif quand même. Et donc, c'est pour ça que la description, pour moi, ça n'a jamais été vraiment un problème, parce que l'imagination pallie énormément, en fait. Tout à fait. En réalité. En fait, c'est moins un problème qu'on croit. Je trouve qu'il y a un problème dans la description, dans un livre, quand on considère qu'il y a un problème de description dans un livre, c'est que ça manque de cohérence interne. Oui. C'est qu'à un moment, l'auteur n'arrive pas à suivre sa propre logique de description, et là, ça devient incohérent. Mais si c'est cohérent, on peut quasiment se passer de description, en réalité. Oui, tout à et fait. il y a des livres il y a des romans qui se passent presque totalement de description, en réalité. Ou alors qui sont totalement subjectifs, et qui remettent en cause l'objectivité de la moindre chose qu'on voit, en fait. Je pense que derrière, un potentiel concept qui peut sortir justement dans ce genre de livre, parfois on a tendance à différencier... je suis pas sûr que les termes soient vraiment canoniques, c'est peut-être plus les miens, mais bon, c'est la description purement factuelle, la description opérante. La description purement factuelle, c'est il faisait beau, quelques nuages restaient dans le ciel, les pavés étaient mouillés. Vraiment, on balance les informations comme ça, et c'est en général ce qu'on reproche aux longues descriptions. Surtout que les lectorats ont changé, donc on a envie d'avoir plus d'action. Donc ces descriptions-là, en général, peuvent user la patience assez vite. Ou alors, et ça, à ce moment-là, c'est un intérêt dans la narration, donner plus de détails, effectivement, tu le disais justement tout à l'heure, ça ralentit le rythme, et c'est donc une bonne astuce, on se dit, j'ai besoin de ralentir le rythme, et je donne plus de détails, mécaniquement, le rythme ralentit. La description opérante, au contraire, c'est, je vais utiliser les éléments du décor dans le contexte de l'action. Bob sortit et ouvrit son parapluie, on se doute bien qu'il pleut. Tout simplement parce que sinon, ou alors il est un peu cinglé. Bob leva les yeux et mit sa main en pare-soleil, il plissa les yeux devant la lumière aveuglante du jour. On se doute bien qu'il fait pas nuit, on se doute bien que le soleil il fait grand beau. Si Bob s'assied sur la chaise, on se doute bien qu'il y en a une chaise. Sinon ça va être compliqué. Donc la description opérante, c'est une façon assez intéressante, et si je devais donner un exercice d'écriture, là je dirais de tenter de prendre un décor et de l'écrire à la fois de façon factuelle, puis de l'écrire de façon purement opérante, de passer des éléments de description comme ça dans l'action permet de les passer de façon finalement moins douloureuse, entre guillemets, et d'accélérer le rythme. Et je voulais juste ajouter une fonction que j'aime beaucoup dans la description, c'est celle de commencer à amener des éléments sans forcément que le lecteur se rende compte. Oui. Et alors, par exemple, moi j'ai un exemple, pas forcément le plus parlant, mais que dans une nouvelle où j'avais écrit un personnage rend visite à un autre, et on a une brève description physique du personnage,
Et une des premières choses qu'on voit sur cette femme, c'est qu'elle a un œil qui est bloqué, qui ne regarde pas dans la même direction. Ce qui est déjà un détail, normalement, arrête un peu le lecteur. Et on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est le premier élément qui indique que ce personnage va amener le surnaturel. Parce qu'il y a une raison. Et normalement, ce genre de petits détails, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que c'est là ça ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à cette personne ? Et moi, j'aime beaucoup utiliser des éléments de description pour suggérer qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu décalé, et ensuite on aura l'explication. C'est très Hitchcockien, c'est-à-dire tu fais un gros plan finalement sur un élément que tu n'expliques pas, et ça attire l'œil finalement du lecteur, ce qui peut être une fausse piste, puisque Hitchcock utilisait ça aussi comme fausse piste. Oui. Je trouve que pour revenir aux genres qui nous intéressent, qui sont des genres de l'imaginaire et donc assez branchés description, où la description a une valeur, autant dans le fantastique que dans la fantasy et la science-fiction. Dans la science-fiction, je trouve que la description a une valeur particulière, d'abord parce que elle se définit souvent comme écart par rapport à une norme. C'est-à-dire qu'on va décrire l'herbe si elle est rouge, ou bleue, ou si elle a une forme particulière. On ne va pas la décrire sinon. C'est-à-dire qu'on va dans la science-fiction, il y a un discours sur l'altérité qui passe par la description. Donc la description, c'est un outil aussi pour faire passer quelque chose qui est pas uniquement esthétique, mais qui est aussi un discours qui est au cœur du genre aussi. Donc qui n'existe pas, qui existe sans doute pas dans d'autres genres. Je pense que dans la fantasy, ça a une autre fonction. Et le fantastique aussi. On arrive au terme. Un truc que tu as mentionné, Mélanie, mais que je pense que c'est important à redire, et c'est pour ça que je vais juste revenir là-dessus avant qu'on boucle, sauf si vous avez autre chose. Mais tu parlais du détail qui fait mouche, je pense que c'est très important. C'est beaucoup plus intéressant ou avoir éventuellement une comparaison intéressante, genre il était bâti comme un haltérophile, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus ? Pas forcément. Donc souvent, dans la narration, de façon générale, c'est une façon de donner de la vie. Je pense justement chercher ce détail qui fait mouche, c'est quelque chose de beaucoup plus éloquent, et va créer une image dans le lecteur qui va être beaucoup plus vivante, et c'est quand même l'intérêt de la littérature, que d'avoir juste une description catalogue. Je pense qu'on... Bon, c'est peut-être un truc. Je pense qu'on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Et donc, pour terminer, une citation de grand maître Picasso, qui nous dit « Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune, mais il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil. » C'est un peu ça fonctionne un peu pareil en littérature. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.